Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes avec nous sur Média TV dans 11 dit tout et voici notre sommaire pour aujourd'hui. Alors on se pose cette question, l'addiction au digital existe-t-elle vraiment ? Nous poserons justement la question à une psychiatre dans quelques instants. L'apprentissage de l'autonomie des enfants passe aussi par une meilleure conscience de l'argent. Alors, comment leur apprendre à économiser ? Nous avons une experte avec nous sur le plateau. De la détente ensuite avec Atmen qui testera pour nous une activité qui n'est pas forcément destinée aux plus jeunes, le street art ou encore le graffiti, une vraie activité qui peut vous permettre de faire le vide. Et pour finir, les bactéries, en général, on les neutralise par les antibiotiques, mais attention, certaines sont tout de même nos amies. On vous dit tout cela et en détail dans un petit moment sur Média TV dans 11 dit tout. Tout de suite pour les détails donc. Merci beaucoup pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Plusieurs spécialistes, plusieurs sujets pour vous accompagner sur Média TV. Tout de suite, Dr Iman Kandili, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est moi. Alors, vous êtes psychiatre et addictologue. Et avec vous, cette question de l'addiction au digital. On parle beaucoup d'addiction au digital, mais est-ce que ça existe vraiment avec les normes de l'addiction? Pour la spécialiste que vous êtes, eh bien, vous nous direz tout cela dans quelques instants. Apprendre à nos enfants à épargner, à économiser de l'argent, eh bien, ça peut aussi être un apprentissage de la vie, un apprentissage de la responsabilité. On va voir tout ça avec vous en détail. Madame Zahanet Boubker, professeure Zahanet Boubker, vous êtes professeure d'économie, vous êtes experte en gestion financière. Et puis, à vos côtés, l'une des superstars de cette émission, Dr Karim Louadi, médecin nutritionniste. Merci beaucoup d'être là, docteur. C'est toujours un plaisir. L'alerte Texidi. Et puis, on va parler d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur, les microbiotes, les bactéries, nos amis. Eh bien, vous allez nous expliquer comment, alors qu'on prend de plus en plus d'antibiotiques, pour les combattre. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Allez, on démarre sans plus tarder. Et justement, on parle beaucoup d'addiction au digital, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour la spécialiste que vous êtes, Dr Iman Kandili, en tant que psychiatre addictologue? Est-ce que véritablement il y a une addiction au digital? L'équipe est partie à la rencontre de plusieurs personnes de façon complètement aléatoire. Posez cette question, est-ce que vous pensez que l'addiction au digital existe vraiment? On écoute les réponses et on revient pour en parler, on regarde. Addict au digital, c'est tout à fait normal qu'on le soit parce qu'il n'y a rien d'autre en dehors du digital. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez remplir des feuilles et des feuilles de papier, du journal et tout. Ça n'existe presque plus. Moi, à chaque fois, je me dis que je vais dormir à 11h à minuit. À la fin de je dors à 2h, 3h du matin parce que je suis sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça. Moi, j'arrive pas à garder mon téléphone moins de 2 heures par jour. Minimum, je dois l'avoir 3 à 4 heures, surtout le soir. Donc oui. Si on l'utilise dans le mauvais sens, je crois qu'en fin de compte, on va devenir comme des machines. Chacun est sur son écran et chacun est dans sa petite vie. Tout ce qui est papier est en train de se perdre, les livres, les journaux. Donc d'ici 2 ans, 3 ans, même la télé, il n'y aura plus de place à la télé. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est la fin de notre métier de la télé, justement, comme dit? Est-ce que dans quelques années, on disparaît? Moi, je pense que le média va passer à travers le digital. Il passe déjà à travers le digital. Alors, l'addiction au digital, oui, existe. Donc, ça a démarré par la cyberdépendance. Elle existe d'un point de vue biologique et psychosocial. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des critères? Oui, il y a des critères. Il y a même il y a aussi des tests qu'on passe, des tests neuropsychologiques. Mais bon, c'est plus dans un cadre de recherche. Okay. Dans addiction et addictaire, c'est-à-dire esclave d'un comportement. Dans les addictions comportementales, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le digital ou Internet ou les jeux vidéo vont arriver très vite, les écrans vont arriver très vite avec les différents comportements et les aléas dus à chaque comportement. Parce que bon, le digital, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas sociabilisant, mais extrêmement désociabilisant, avec un impact et sur le cerveau d'un point de vue neurobiologique et sur la sociabilité, l'affirmation de soi et l'estime de soi, surtout quand c'est des enfants et des ados. Alors, quand on parle d'addiction, forcément, on a en tête un comportement addictif ou des symptômes d'addiction aux drogues, notamment. Et donc, quand on entend parler d'addiction au digital,
On essaye de faire le lien, la corrélation, et on se dit, est-ce qu'on ne voit pas de personnes développer des symptômes de manque? Est-ce qu'il y en a? Alors, il y en a, d'un point de vue d'abord neurobiologique, c'est le système de récompense. Pour la faire courte, c'est-à-dire c'est la même partie du cerveau qui va, entre guillemets, sur une IRM fonctionnelle, s'allumer pour une drogue comme la cocaïne ou le cannabis, ou pour un comportement addictif, que ce soit des jeux d'argent ou une cyberdépendance, Internet ou des jeux vidéo ou un comportement où on va être sur des réseaux sociaux, des choses comme ça de manière abusive. Donc, il y a libération de dopamine. C'est le fameux neurotransmetteur du plaisir. Et cette dopamine, on va la rechercher à travers l'image qu'on va se faire de soi à travers ce digital. Les réseaux sociaux, par exemple, où c'est très simple d'en parler, créent un avatar comme on voudrait être ou comme on rêverait être ou comme les médias. On voudrait créer, si vous voulez, le personnage ou l'adulte ou l'adolescent ou la femme ou l'homme parfait. Donc on est en mésestime de soi, sans oublier tous les héros modernes qu'on va retrouver sur le digital à travers les héros modernes. Ça peut être sur Instagram, comme ça peut être sur Facebook ou comme ça peut être dans le cinéma, mais c'est beaucoup moins dans le cinéma pour les jeunes, beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors souvent, on a l'impression que c'est une addiction qui va toucher surtout les plus jeunes, les ados, parce que les parents avant c'était l'addiction aux jeux vidéo, maintenant on parle d'addiction au digital de façon plus large, mais les adultes ne sont pas épargnés non plus. Non du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inquiète particulièrement pour l'enfant et l'ado? Parce que les écrans vont être la porte d'entrée et chez l'enfant pour des troubles envahissants du développement ou certains autismes acquis. Chez l'adolescent, des fois, ça peut arriver dans des cas extrêmes, puisqu'on parle d'addiction, de déscolarisation, de perte de poids, de dépression, d'anxiété, avec notamment des parents qui sont complètement désabusés et incapables de pouvoir gérer et placer un cadre. Ça existe, on en voit, bien sûr, c'est le cas extrême. Et puis, surtout, nous avons des personnes qui vont être plus dans une sorte de bulle et donc beaucoup moins présentes dans la vie sociale. Et donc, cette génération qui va faire les adultes de demain et construire un petit peu le pays est difficile, si vous voulez, à sortir de chez soi. C'est ça. Alors justement, comment on fait aujourd'hui, quand même les parents sont, on va dire, touchés par le virus? Comment on peut faire pour désamorcer ou désintoxiquer les jeunes, comme vous dites, parce que c'est eux qui feront Oui, c'est le coping, c'est-à-dire on ne peut pas dire à son enfant « pose ton téléphone » ou « prends un livre » alors qu'on est devant la télé ou sur son téléphone. On ne peut pas dire « ne prends pas ton téléphone à table » alors que tout le monde a son téléphone à côté à table. C'est-à-dire que les stratégies de coping, ce sont les parents aussi qui les font. Donc, si vous voulez, ce sont plus des contrats de vie, c'est des choses qu'on fait systémiques de manière à avoir, non pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas vivre sans digital, mais avoir des vases communicants de manière à avoir plusieurs activités, dont certaines, et c'est important, qui sont directement sociabilisantes et non pas virtuellement sociabilisantes parce que c'est complètement faux, et qui sont génératrices d'estime de soi et qui peuvent plus affirmer la personne. Alors, docteur Karim Louali, addict au digital ou pas? Non, ce qu'il faut. Sain. Ce qu'il faut, parce qu'on ne peut pas empêcher les enfants de toucher, c'est le demain, c'est l'avenir, mais il faut trouver un moyen pour limiter le temps, pour surveiller ce qui se passe. Mais pour vous-même ça passe par le digital, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans. Mais est-ce que vous vous considérez comme un addict? Non. En fait, je mets toujours un temps mort quand je n'ai pas le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'on fait, c'est le temps où on ne fait rien du tout, on va jeter un coup d'œil rapidement, on se limite un temps précis pour ne pas le dépasser. Alors, Nzha Netbooker, addict au digital ou pas? En fait, pas trop, mais je viens de découvrir que sur chaque application des réseaux sociaux, il y a une particularité. Là, on peut compter le temps passé sur chaque... et voilà, on peut faire un autocontrôle soi-même. Complètement. Et on peut même se fixer une limite. Et au-delà de cette limite, c'est le téléphone qui vous dit vous avez passé tel temps. Et donc, c'est un moyen de s'autocontrôler. Voilà, on est des adultes, on le fait nous-mêmes. C'est vrai. Alors, on a les questions des téléspectateurs. Vous avez Youssef, 24 ans, qui vous dit « Docteur, est-ce que le fait de passer 3 heures par jour sur mon smartphone fait de moi un addict au digital ?» 3 heures sur 24. Alors, quand on parle d'addiction, il faut qu'il y ait un impact, c'est-à-dire qu'il y ait une perte de contrôle, déjà, qu'il n'y ait que cette activité dans la vie et qu'il y ait un impact négatif et physique, c'est-à-dire on ne dort pas, on est 3 heures, non, pas du tout. Il y a eu quelques études qui ont été faites, particulièrement entre les 12 et 16 et les 16-25. Ce sont des personnes, on parle d'addiction, pas à travers un certain nombre d'heures, mais il y a plusieurs critères. Donc, le fait que ça ait un impact sur la personne, que la personne, par exemple, ne puisse pas être sans téléphone une journée ou deux si elle doit aller en montagne ou ailleurs. C'est le nombre d'heures passées, mais aussi
le fait de ne pas avoir d'autres activités. Et la perte de contrôle est très importante. C'est exactement comme pour une substance. Ce sont des personnes, vous allez leur demander ou leur offrir une autre activité que d'être sur des jeux vidéo ou sur Internet, etc. Ils seront plutôt en autarcie dans leur chambre avec, en général, vous avez la télé allumée, les jeux vidéo, le téléphone à côté et l'iPad. Donc ce sont des personnes où l'activité est vraiment concentrée que sur ça. Là, on va parler d'addiction. Mais ça existe? Oui. Vous en voyez? Oui. Les parents, par exemple, vous ramènent des ados, des jeunes comme ça? Oui, des jeunes qu'il est difficile de sortir de chez eux et les parents sont obligés d'amener le plateau repas qui est délaissé jusqu'à des fois 3-4 heures du matin avec un impact, inversion du rythme nictéméral, déscolarisation et tout ça. Là, on parle d'addiction. C'est quand il y a vraiment un impact délétère. C'est ça. Mais est-ce que c'est une addiction au digital ou c'est une dépression nerveuse? Alors, le fait d'être addict à un comportement ou à une substance, le fait déjà d'avoir une inversion sur des personnes qui vont laisser de côté le sommeil, laisser de côté la nourriture, tout laisser pour avoir ce comportement qui est source de plaisir. Il va y avoir une baisse de sérotonine. Donc on a dit on augmente la dopamine de manière, c'est le fameux neurotransmetteur du plaisir, mais à côté, celui du bonheur va baisser. D'abord parce que c'est quelque chose qui est sécrété entre 22h et 3h du matin, donc avec ces inversions. Et puis, le fait d'être devant ces lumières et ces écrans et ne pas avoir d'activité en extérieur va baisser aussi la sérotonine. Et quand on baisse la sérotonine, quand elle baisse, c'est l'anxiété. C'est les troubles du comportement comme l'impulsivité, l'irritabilité qu'on retrouve beaucoup et qui sont inhérentes et à l'addiction comportementale et à l'addiction aux drogues. Et ça peut être aussi, bien entendu, la dépression. Donc le travail de nuit est dangereux. Je fais un parallèle avec un autre sujet qui me vient à l'esprit maintenant. Le travail de nuit est dangereux par rapport à cet équilibre. Oui, bien entendu. C'est un sujet on est plus à risque de développer un trouble anxieux ou une dépression. Ben, on en parlera parce qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent la nuit, justement, qui ont un rythme. Merci beaucoup. Alors oui, on a une autre question. Pardon. Hachim qui vous dit, est-il vrai qu'un enfant super connecté peut développer un autisme? Alors oui. Alors déjà, on ne dit pas d'écran avant 3 ans. Je pense que Dr Louali, pas d'écran avant 3 ans. Alors on a un souci particulier. Je ne vais pas citer de chaînes télé particulières, mais il y a certaines chaînes que nous, en tant que spécialistes, on va demander aux parents de ne pas mettre leurs enfants devant. On a tendance à penser, on est beaucoup dans une société très nourricière. C'est-à-dire, on va prendre soin de bébé, on va le faire manger, il va être propre, et puis on va le mettre devant la télé, souvent devant des choses, et très jeune. Par conséquent, cette rythmicité où ils vont regarder des chansons et des choses comme ça peut développer, parce qu'ils sont moins stimulés, et les parents pensent qu'ils sont stimulés par une chaîne télé ou stimulés par un écran. Ça. Et c'est même dans certaines populations socio-intellectuelles qui sont mal briefées, c'est même, intellectuellement sociabilisant d'avoir un enfant de 3 ans devant un iPad ou un téléphone et qui sait manipuler ou aller sur YouTube. Alors que non seulement c'est dangereux parce que je vous ai parlé du côté neurobiologique et sérotonine, mais en plus, comme il n'y a pas de stimulation et qu'on est devant des choses redondantes avec une rythmicité de musique, etc., c'est les troubles envahissants du développement et la possibilité d'avoir des autismes induits ou acquis. D'accord. Ça s'appelle autisme ou... Parce que dans l'autisme, il y a plusieurs... Parce que ce que j'ai entendu, c'est que lorsqu'on arrête l'exposition, l'enfant peut revenir à la norme. Oui. C'est ça. Au début, oui. Alors, c'est pour ça que, si vous voulez, des fois, les parents se disent « mais je ne vais pas mettre mon enfant à la crèche ou en maternelle très tôt, je préfère attendre 3 ou 4 ans, il est mieux à la maison. » On a l'impression qu'on le protège en le gardant à la maison. Alors que non. Déjà, on est dans des familles de plus en plus nucléaires, donc il y a moins les grands-parents et tout ça. L'enfant est peu stimulé, et donc il sera beaucoup mieux avec des camarades de son âge, quel que soit l'âge, et avec son interaction sociale. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur? Oui, et moi je dis, la baisse de sérotonine, elle finit par donner aussi des troubles alimentaires. On voit les envies, les pulsions sucrées, le grignotage compulsif vient généralement accompagner ces jeunes qui restent dans leur chambre et qui finissent par ne pas manger des repas structurés, mais finir par faire des petits grignotages, en l'occurrence sucrés, et puis on peut aboutir à d'autres problèmes de santé par la suite grâce à ces addictions. En tout cas, merci beaucoup d'être là justement pour sensibiliser nos téléspectateurs sans faire peur. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas du tout de vous inquiéter, mais voilà, juste de vous donner l'information, de la garder dans un petit coin de la tête et puis de l'utiliser quand c'est nécessaire. On a un autre sujet pour vous. Merci, Dr Iman Kandili, d'avoir été là. On continue l'émission ensemble. D'autres sujets qui peuvent également, bien sûr, vous intéresser. On a comment apprendre à nos enfants à mettre de l'argent de côté et puis les microbiotes, nos amis, les bactéries. Et on testera tout à l'heure une séance de graffiti. Donc, on y va, on continue l'émission.
Alors justement, apprendre à nos enfants à mettre de l'argent de côté, ça c'est notre sujet avec vous, Nzahanès Boubker. Merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc avec vous, on verra le côté technique, mais nous avons quand même, nous sommes allés à la rencontre d'une psychologue, une habituée de l'émission également, Madame Rita Alami, et on lui a posé cette question, comment se construit la relation à l'argent, la relation d'un enfant à l'argent. Voilà, on écoute sa réponse et on revient. La relation de l'enfant à l'argent est une relation multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle est axée sur le rapport plaisir, le rapport sécurité, le rapport aussi dépassement de soi. Comment, si vous voulez, se construire cette relation à l'argent? Elle se construit à travers deux axes. Le premier est celui du développement psychosexuel de l'enfant qui est âgé entre l'âge de 2 et 4 ans. Quand ils ont une relation qui est fluide et qu'on pourrait qualifier de bonne avec la maman, il n'y a pas de difficultés particulières qui se construisent autour du don et de la rétention dont l'argent fait partie. Quand on a des enfants qui ont des difficultés profondes en termes relationnels avec la maman, ils peuvent être dans la rétention, c'est-à-dire je ne donne pas. D'un point de vue purement cognitif, l'enfant s'identifie aussi au schéma parental. Un enfant qui a été élevé avec des parents, on va dire, qui aiment bien amasser de l'argent, aura tendance soit justement lui aussi à amasser, soit être extrêmement dépensier. De l'autre côté, un enfant qui a été traumatisé par exemple par une pénurie d'argent quand il a été petit, risque d'être aussi dans l'autre extrême. Moi, j'invite vraiment les parents à discuter d'argent avec les enfants, notamment avant l'âge de 5 ans, quand l'enfant ne comprend pas ce que c'est que la valeur de l'argent, parce qu'à cet âge-là, pour l'enfant, l'argent, c'est uniquement des billets. Et après l'âge de 7 ans, quand l'enfant apprend à compter et qu'il connaît la valeur réelle et symbolique de l'argent. Et pour conclure, à être aussi dans le don, apprenez à vos enfants à être dans le partage et à donner. Alors ça, c'est bien dit justement. C'est vrai que la thématique d'aujourd'hui, c'est apprendre à épargner, à mettre de l'argent de côté. Mais merci Rita Alami de passer ce message aussi du don et du partage. On peut ramasser ensuite pour mieux donner. Oui. Alors, Nzahanès Boubker, merci beaucoup d'être là. Vous, c'est surtout, on va dire, le volet économique, le volet technique que nous allons voir avec vous. Vous êtes aussi maman de 2 petits-enfants, donc on va dire la pratique, vous connaissez aussi. À partir de quel âge? Rita disait il y a quelques instants, on peut déjà commencer à leur parler d'argent avant 5 ans, mais pour vous, à partir de quel âge ils sont capables d'avoir en fait une image plus concrète de l'argent et de pouvoir économiser, épargner? Oui, donc d'abord, économiser, c'est quoi? C'est mettre de l'argent de côté ou bien ne pas dépenser tout ce qu'on gagne. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, il faudrait insister sur ce point, même pour les adultes qui nous regardent. Bah oui, ne pas dépenser plus qu'on gagne, oui. C'est une définition destinée surtout aux adultes. Pour la première tranche, à savoir moins de 5 ans, comme on a dit, donc l'enfant est incapable de compter ou même l'argent pour lui, c'est quelque chose d'abstrait. Donc on peut déjà commencer par le premier comportement, c'est d'acheter une tirelire à son enfant et de lui donner de temps à autre quelques pièces de monnaie qu'il va prendre le plaisir de les mettre juste dans la tirelire, la faire bouger et entendre le bruit et prendre conscience qu'il y a de l'argent qui s'accumule. Ça c'est pour la première étape. Ensuite, quand on commence à donner l'argent de poche, parce que si on va demander à l'enfant d'économiser, c'est par rapport à son argent de poche. Et donc, quand on va se fixer une somme, on va justement le guider et l'initier à mettre une partie de son argent de côté. Oui, mais est-ce que pour l'enfant, lorsqu'il a de l'argent de poche, il se dit c'est mon argent, j'en fais ce que je veux? Donc il faut aussi couper, mais ça c'est peut-être un volet plus psychologique, c'est couper un peu le cordon entre lui et cet argent pour se dire, bon ben, je peux dépenser une partie, c'est mon argent de poche, mais il y a une partie... Comment vous arrivez à convaincre vos enfants, par exemple? Pour les convaincre, c'est justement pour ne pas répondre à tous leurs désirs. C'est vrai, l'enfant, quand on va commencer à lui donner de l'argent, on va justement mettre à sa responsabilité quelques achats. Par exemple, les sorties, je vais lui dire, quand on va sortir le week-end, c'est à toi de payer ton resto, par exemple. Oui. Et donc, bien sûr, il aura toute la semaine à penser à cela. Et bien sûr, il va mettre de l'argent de côté, sans pour autant acheter trop de friandises et des objets qui n'ont pas de valeur. S'il insiste, bien sûr, je le laisse vivre l'expérience, justement, pour apprendre. Donc, quand il n'aura aucun sou sur lui, bien sûr, il aura difficulté à dépenser, par exemple... Vous le sortez avec vous ou pas à ce moment-là? Au resto, vous faites quoi? Tu t'assois, mais tu ne manges pas.
Ah bah oui, on sort quand même. On sort quand même. Ben sinon, j'ai dit qu'au moment où on va se fixer une somme d'argent, donc je dois donner quelques achats à sa responsabilité justement pour l'initier à faire un plan. Donc j'ai quand même un objectif, je vais le fixer, bien sûr en faisant abstraction faite des objectifs matériels, non matériels, sur le long terme, sur le court terme, mais ben on va juste se fixer des objectifs matériels qu'on peut acheter, bien évidemment un jeu, c'est pas un voyage ou autre. Et bien sûr, quand il aura ce plan, il va bien sûr faire on va dire, il va business plan. Un business plan, pas tout à fait, mais bon, on va se mettre d'accord sur le montant nécessaire et aussi le nombre de semaines durant lesquelles il va faire cette économie-là. C'est ça. Mais à votre avis, docteur Iman Khandili, je vous pose la question, vous êtes psychiatre, à partir de quel âge un enfant est capable de conceptualiser tout ça? Parce que ça fait quand même beaucoup pour un enfant, non? Une conceptualisation en fonction de l'âge. À partir de 5-6 ans, on peut avoir une tirelire avec un objectif qui ne soit pas trop loin, parce que ça dépend de l'âge, parce que si on dit on va programmer les prochaines vacances et ça va prendre des mois, c'est impossible. Mais ça peut amener l'enfant à prendre valeur de l'argent, parce qu'on a un problème dans notre société, parce que souvent les parents sont hélicoptères et ils ont envie de tout donner sur un plateau d'argent à leurs enfants. Et ce qu'on a, c'est plutôt le contraire, c'est que les enfants, les ados, les jeunes adultes n'ont aucune notion de la valeur de l'argent ou des choses, parce qu'ils les ont un peu trop rapidement et facilement, sans construire. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est juste poser des objectifs, et des objectifs plutôt positifs, c'est-à-dire acheter un livre, aller à la bibliothèque aller dans une librairie une fois par semaine, plutôt, ou alors la friandise, sans pour autant toucher les rituels ou les valeurs familiales. Parce que là, ça peut être un petit peu angoissant pour les enfants. C'est-à-dire ? S'ils doivent payer leur propre resto, c'est un peu plus angoissant. C'est un peu plus angoissant. Par contre, si on va à la librairie et puis il prend... C'est aussi une manière de valoriser, comme on a parlé du digital, c'est aussi... On valorise un petit peu le livre. C'est ça. Mais il peut se payer une glace, par exemple. Voilà, des pop-corn, une glace. On va au cinéma, il paye ses pop-corn, on paye les tickets. Et en fait, ça le valorise. Parce que puisqu'il a payé les pop-corn pour tout le monde, ce qui est bien moindre au ticket de cinéma, c'est quand même lui qui a payé les pop-corn pour toute la famille. Pour les 3 ou 4 personnes. Et donc, il y a une estime de soi qu'on peut travailler en fonction de l'objet, de la finalité. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, ce contrôle total de l'épargne de l'enfant? Parce qu'on a tendance à lui dire, n'y touche pas. Ça, c'est l'argent que tu ramasses pour acheter ton jeu. Tu voulais ce jeu Flinflani, il coûte cher, ben non, tu vas contribuer, tu vas l'acheter par toi-même. Vous en pensez quoi? En fait, durant cet âge-là, ça veut dire entre 5 ans jusqu'à même l'âge de 12 ans, c'est juste une phase pour les initier. Parce que vous savez, les enfants apprennent par imitation. Alors si nous, en tant que parents, nous avons des difficultés à gérer notre finance, les enfants auront aussi ces difficultés. Le fait de les sensibiliser, ça va les aider justement à cet âge d'adolescent où ils sont très tentés par beaucoup d'achats. Et donc là, on prépare un terrain en fait pour l'âge d'adolescent. Et au moment, par exemple, de l'adolescence, on va se trouver avec des difficultés parce qu'il y a bien sûr un changement de comportement, le fait de vouloir dire son mot dans ses comportements. Dans ce cas-là, on peut passer par un compte bancaire. Donc, dans ce cas-là, dans un compte, je peux ouvrir un compte d'épargne pour mon enfant, je peux lui faire des versements réguliers, je peux mettre à sa disposition une carte plafonnée. Alors, quand vous dites « je peux », permettez-moi la question, je peux moi le papa ou je peux moi la maman? Les deux. Parce que moi, j'ai entendu que seul le papa pouvait ouvrir un compte à son enfant, la maman n'a pas le droit. Oui, il va l'ouvrir oui, normalement, du point de vue juridique, elle n'a pas le droit. Donc, je peux, moi, le papa, ouvrir un compte. On passe le message aussi, parenthèse. Voilà, de point de vue juridique, mais c'est le papa. C'est que le papa qui a le droit d'ouvrir un compte. S'ils sont divorcés et que la maman a envie d'ouvrir un compte à son enfant, ce n'est pas possible. Il lui faut l'autorisation du père. Du divorcé. Je n'ai pas la réponse, non, mais je vous dis, c'est... Juridiquement, oui. Juridiquement, moins de 18 ans, maman peut verser sur le compte de son fils et papa divorcé peut venir prélever l'argent. Prélever l'argent, exactement. Bon, ça c'est... Bref, on va marquer une courte pause sur Média TV dans On se dit tout, on revient pour la suite. On se dit beaucoup de choses, à tout de suite. Allez, on reprend la discussion sur Média TV dans On se dit tout. Plusieurs discussions, mais là, on s'est arrêté sur celle d'apprendre à nos enfants à mettre de l'argent de côté. Ça nous a amené aussi à évoquer ce point, malheureusement, de la maman qui ne peut pas ouvrir un compte épargne à ses enfants. Il faut l'autorisation du papa. Bref, on n'a pas un avocat avec nous, mais bon, encore est-il que, voilà,
les choses se passent comme ça et il fallait peut-être aussi, parce que vous nous disiez, Madame Nzahanet Boubkar, je peux ouvrir à mon enfant un compte, mais malheureusement, vous ne pouvez pas, il faut l'autorisation du papa. Alors, on a les questions des téléspectateurs. On a eu quoi d'autre comme sujet? On a eu l'addiction digitale. Est-ce qu'elle existe vraiment selon vous, docteur Iman Kandili? Oui, ça existe. Les microbiotes, nos amis des bactéries que nous sommes en train de tuer à cause des antibiotiques, eh bien au contraire, il faut les préserver. C'est ce que vous allez nous expliquer, docteur Karim Louali, dans un petit moment. Et puis on ira s'amuser un petit peu avec un cours de graffiti avec Atman qui testera pour nous ça. Et place aux questions des téléspectateurs tout de suite. Madame Nzahanet Boubkar, à partir de quel âge pourrais-je initier mon enfant à l'épargne? L'épargne. Quand on met de l'argent dans une tirelire, c'est de l'épargne aussi. Oui, c'est de l'épargne, c'est le premier contact avec l'argent. Ça. Mais la notion d'épargne doit être inculquée à notre enfant du moment où on va commencer à lui donner de l'argent de poche. C'est ça, ça va avec l'argent de poche, c'est-à-dire vers 5 ans, 6 ans. Oui. 5 ans, 6 ans. Combien d'argent faut-il donner à son enfant de 7 ans? Ben, tout est relatif, mais on va pas quand même se permettre des sommes... 20 dirhams, c'est bien. Par semaine. 20 dirhams par semaine, c'est déjà correct. bien pour un enfant comme début. Mais la bien psychiatre, sûr elle en pense quoi? 20 dirhams. Il faut placer c'est une question d'argent, oui, 20 dirhams, oui. Ça peut être 2 dirhams aussi. Ça dépend du but, en fait, non? Exact. Oui. Parce qu'il faut placer un cadre, hein, particulièrement à l'adolescence. La difficulté, c'est d'avoir un petit peu trop d'argent en poche et puis les tentations augmentent. Et bon, je vais rester sur les addictions. Si on a de l'argent en poche, on est tenté par des choses, surtout quand il n'y a pas de but précis et qu'on ne rend pas de compte et qu'il n'y a pas de cadre. 20 dirhams, c'est beaucoup? À ce temps, non. Ça dépend. Hein. Parce que tout dépend de l'objectif. Si on arrive à se fixer des objectifs, 20 dirhams, on peut en dépenser, on peut en épargner. Donc on peut déjà. Je pense qu'il faut inculquer à ses enfants cette valeur de l'argent et de l'objet. C'est ça. Je trouve que c'est important. Moi, pour mon fils, il est encore jeune, on n'a pas encore atteint cet âge, mais mon père faisait quelque chose d'extraordinaire avec moi. Bon, c'est en fait chaque fois que je voulais quelque chose, même mon premier scooter, je me rappelle très bien que j'ai contribué à le payer, pas totalement, mais en fait ça te donne la valeur de l'argent. C'est-à-dire que tu construis, tu fais des choses pendant l'été, tu apportes une petite contribution, et même cette chose que tu achètes, tu connais sa valeur parce que tu as sué pour l'avoir, tu as épargné pour l'avoir et donc tu ne vas pas la casser, la prêter. C'est ça. Et tu es plus fier de toi. Tu es plus fier de toi et puis on garde ces valeurs après quand on grandit. Donc chaque fois qu'on a quelque chose, qu'on acquiert quelque chose, qu'on fait un épargne pour acheter quelque chose, même en étant adulte, ben ça nous travaille toute la vie, moi je trouve. La valeur de l'argent et la valeur de l'objet, c'est l'essentiel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que parents, on pousse nos enfants à avoir ces petits boulots d'été, etc. Moi, je pense qu'ils peuvent avoir des boulots à la maison. Hein. Aussi. Ils peuvent aider et avoir, ils peuvent avoir des petits boulots à la maison. Après, ce qui nous manque aussi dans notre société, je pense qu'on se rejoindra là-dessus, c'est qu'on ne donne pas assez. On peut aussi faire épargner notre enfant, lui faire acheter 2 livres, bon, c'est dans la symbolique, ou lui faire donner, ou lui faire visiter un orphelinat une fois par mois pour qu'il puisse donner ses jouets ou donner une partie. On a un gros problème par rapport à ça, surtout le partage et le don. Pourtant, on pourrait penser que nous sommes au contraire une société où on donne beaucoup, on pense beaucoup à l'autre. Notamment pendant la période de Ramadan, eh bien, on voit beaucoup de campagnes de dons, de campagnes d'aide, de bénévoles. Et donc, on se dit... Mais ce qui se passe pendant Ramadan devrait se passer 12 mois sur 12. C'est ça. C'est justement ce côté sporadique qui fait que ce n'est pas dans le civisme ou dans les mœurs, c'est plutôt un héritage qui va être en fonction du moment. Puis il faut impliquer les enfants, parce qu'on ne le fait pas généralement. On n'implique pas les enfants, oui. Bah oui. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on initie nos enfants à l'épargne dès le jeune âge, ils deviendront de bonnes personnes avec l'argent. Enfin, ils auront un bon comportement avec l'argent à l'âge adulte. C'est vrai, et c'est ça. Oui. Merci beaucoup, Nzahanet Boubkar. Merci pour tout. Allez, on va se détendre un petit peu. Qui c'est qui a jamais rêvé d'aller faire des graffitis dans la rue? Jamais, non? Jamais. Il est très gentil, hein, quand même. Non, je rigole. On n'est pas en train de vous pousser à aller faire des graffitis dans la rue. Mais c'est... On a toujours fait passer ça pour des choses mauvaises. Hein. Mauvaises, c'est ça. C'est pour ça que vous répondez non. Taguer, exactement. Aujourd'hui, c'est devenu un art. C'est vrai, c'est ça. Il vaut mieux toute chose qui est comme ça, la cadrer, la structurer, et on peut sortir de belles choses au lieu de laisser les choses dans l'anarchie. Alors, c'est justement le graffiti version artistique, cadré, que Atman a testé pour nous. On regarde ce que ça donne et on revient. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Tu parlais de graffiti tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il ne suffit pas d'avoir un pinceau, de la peinture et un pochoir pour réaliser un graffiti. Bien au contraire, il s'agit d'une activité qui demande beaucoup d'énergie, de patience et surtout
de passion. Et en parlant de passion, je suis avec un passionné de graffiti qui est Emin. Bonjour Emin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir dans ton atelier qui est très très beau. Merci bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le graffiti? Graffiti, c'est un art qui vient directement de la rue. C'est pour exprimer et pour donner une valeur à des idées qu'on a dans la tête. Mais alors, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non, pas du tout. Moi, personnellement, j'utilise des produits qui sont écologiques. De la peinture écologique, donc les petits comme les grands peuvent venir s'amuser et travailler en toute sécurité, et ça c'est quand même le plus important. Alors enfin, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui comme réalisation? Je ne peux pas garder de surprise pour longtemps. Je pense qu'on va mixer deux cultures en même temps, l'arabe et le français. On va fusionner entre les deux. On va voir ce que ça va vous donner. Alors écoute, ça me paraît quand même très ambitieux de mélanger donc du français et de l'arabe. Je me demande ce que ça va donner. En tout cas, je te fais confiance et je te propose qu'on aille faire du graffiti. Ok, go. Alors Emin, je suis complètement bluffé par le résultat et surtout je ne m'attendais pas à une activité qui est aussi créative. Tu nous as appris un jeu de couleurs et de formes, le blanc pour le relief, le noir pour la profondeur et surtout réussir à mélanger des lettres et en arabe et en français pour un super résultat, le tout en s'amusant, c'était quand même assez génial. Évidemment, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il est interdit de pratiquer le graffiti dans les lieux publics par mesure de sécurité, mais surtout par rapport au respect des infrastructures publiques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Toute l'équipe d'On se dit tout se joint à moi pour vous souhaiter à tous un très bon Ramadan. Et Yasmine, je te rends l'antenne. Ramadan Karim, justement, à toutes et à tous. Et merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, justement, pour continuer l'émission. Et j'en profite aussi pour souhaiter un bon Ramadan à toute l'équipe. Alors, on enchaîne sur... Alors, je vous pose quand même la question. Vous avez aimé l'activité ? Vraiment. Oui, vraiment. Ça donne envie. Ça donne envie d'aller s'amuser dehors quand même. Surtout avec les grandes... C'était joli, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak Karim, c'était écrit. Puis pour les enfants, c'est une source d'inspiration, de rester connecté, d'avoir une addiction. C'est vraiment une source en plein air qui permet de laisser s'évader sa créativité. Mais il faut du mur, hein, il faut beaucoup de murs à ce moment-là. Il faut beaucoup de... Ben oui, je ne sais pas, non ? Ouais, moi, je pense qu'il y a des associations qui créent des ateliers qui vont effacer et refaire sur le même mur. Hein. Ça doit exister. À Tanger, on a une avenue où plusieurs murs qui sont tagués. C'est très joli, mais c'est cadré, c'est artistique. À Casa, on a des façades d'immeubles et c'est très, très beau. C'est vrai. Très, très beau. On voit ça dans les HLM. Il y a carrément des grandes façades d'immeubles. C'est très artistique. C'est du grand travail. Hein. Ils font ça avec des grues. Et c'est vraiment extraordinaire. Le résultat est bluffant. Ben voilà, c'est quelque chose que l'on peut faire justement. En général, on dit que pendant Ramadan, on a un peu plus de temps, on se tourne un peu plus vers certaines activités. Pourquoi pas? Allez, mesdames et messieurs, place à nos amis les bactéries. Et ces bactéries amies de l'organisme, eh bien, elles s'appellent les microbiotes. Et on en parle avec vous, Dr Karim Louali. Mais juste avant, vous êtes bien sûr médecin nutritionniste, juste avant, l'équipe a préparé une définition bien animée. On regarde, vous nous dites ce que vous en pensez et on continuera la discussion. Les microbiotes sont des ensembles de micro-organismes constitués de milliards de bactéries, levures, champignons et virus. On les retrouve dans l'intestin, les poumons, la bouche, le vagin, ou encore sur la peau. Nous sommes donc des êtres dits symbiotiques, moitié humains, moitié microbes. Le plus important avec ses 100 000 milliards de germes est le microbiote intestinal, qui est un organe à part entière, installé à 80% vers l'âge de 2 ans et définitif entre 3 et 5 ans.
Il protège l'organisme en veillant au bon développement du système immunitaire et participe au contrôle des réactions inflammatoires. Il aide également à la dégradation des toxines tout en protégeant le corps des bactéries pathogènes. Participant à la digestion, il favorise l'absorption des nutriments et synthétise les vitamines B et K essentielles à la nutrition. De plus, il influence certaines de nos émotions. En bonne santé, le microbiote intestinal est en eubiose. Il est riche et diversifié. Parfois, il se déséquilibre et devient pauvre. On parle alors de dysbiose. Les causes sont diverses. Infections digestives, aliments mal tolérés, médicaments ou encore stress. Et cela se répercute sur la perméabilité de notre intestin, entraînant des douleurs articulaires, des allergies ou des migraines. Pour rester en bonne santé, il est nécessaire de prendre soin de son microbiote. Alors justement, on va en savoir un peu plus. Pourtant, ces microbiotes, on pense que les bactéries, c'est mauvais pour la santé et on les tue avec les antibiotiques. Et aujourd'hui, les médecins disent qu'on en abuse. Est-ce que justement, la sonnette d'alarme est tirée aussi pour les microbiotes, les bactéries des intestins, docteur? Oui, on parle d'antibiotiques. Les bonnes bactéries, on les appelle les probiotiques. Donc, il y a une différence entre pro et anti. Mais est-ce que les antibiotiques tuent même les probiotiques? Bien sûr, parce que quand on va prendre un antibiotique pour tuer des angines, ben forcément, le streptocoque qu'on a dans la gorge, il va forcément passer par le tube digestif et tuer mes bonnes bactéries. C'est ça. D'où... C'est ça les antibiotiques à large spectre, c'est-à-dire qu'ils vont balayer toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises? En fait, les études sont de plus en plus fermes. C'est-à-dire que déjà, l'utilisation d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans peut être très néfaste pour le microbiote, parce que l'enfant n'a pas encore fait sa flore. Et aujourd'hui, les études sont très claires. Les enfants qui prennent les antibiotiques avant l'âge de 2 ans, on a fait une corrélation avec l'asthme, avec la maladie de Crohn, avec même les troubles neurologiques, avec les maladies dégénératives par la suite, le diabète, le cancer. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour ne pas prendre d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans. Bien sûr, ils ont parlé de 50-50, non, c'est 90-10. Donc finalement, on est plus bactérien, microbien qu'humain. Donc, qui vit dans l'autre, je ne sais pas, ces choses-là sont en train de changer. Est-ce que ce sont les bactéries qui vivent en nous ou c'est nous qui vivons en eux? Aujourd'hui, on est en train de revoir cette notion-là parce qu'on est à 90% microbien et à 10% microbe, humain. c'est plus une insulte en fait. Oui, voilà. Effectivement. On est tous des... C'est ça. Oui, effectivement. Et puis, ce qu'ils ont dit pour les choses qui détruisent le microbiote, c'est vrai. Mais ce qu'il faut oublier, c'est dès la naissance, on est favorisé ou défavorisé. C'est génétique? Non, ce n'est pas génétique, c'est le mode d'accouchement déjà qui compte. Césarienne, voix basse, ce n'est pas pareil, parce que le vagin de la maman donne les meilleurs. Aujourd'hui, il y a même des techniques aux États-Unis où quand un bébé naît par césarienne, on va badigeonner une compresse et elle a passé au vagin de la maman et elle a passé sur la bouche de l'enfant pour lui donner cette première colonisation. Ensuite, l'allaitement joue un rôle primordial au sein ou au lait maternisé. Ça n'a rien à voir en termes de développement de la flore. Et puis, la prise d'antibiotiques jeunes. Et puis, on continue, le stress, la malnutrition, des choses comme ça qui viennent, la prise d'anti-inflammatoires par excès. Donc, ce sont des choses qui s'ajoutent pour ne plus être en eubiose, pour être en dysbiose. Alors, quand la dysbiose s'installe, oui, ça peut... Vous savez, maintenant, on parle de deuxième cerveau. Donc, quand la dysbiose s'installe, c'est un panel de bactéries, de maladies, dont le plus connu, c'est le syndrome irritable du côlon. Pratiquement tous les Marocains souffrent. Et parfois, quand on a un syndrome irritable du côlon, on a une pullulation microbienne, c'est-à-dire on a 3 fois plus de mauvaises bactéries, on n'a plus les bonnes. Et ce qui fait qu'on ne tolère plus l'absorption du sucre, et ce qui fait qu'on a des gaz. Et donc, généralement, par exemple, quand on a un syndrome irritable du côlon, la première des choses à enlever, c'est le sucre. C'est les hydrates de carbone pour ne plus produire du gaz. Et donc, le vrai traitement est prendre soin de son microbiote. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui vont favoriser, cultiver cette microbiote? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bactéries ont besoin de se nourrir. On les appelle probiotiques et ils se nourrissent de prébiotiques. C'est quoi les prébiotiques? C'est tout simplement des fibres qui ne sont pas digérées par le tube digestif, qui arrivent intactes au niveau des bactéries. Et ces fibres, oui, on les trouve dans des aliments bien connus. On les trouve dans la banane, on les trouve dans la pomme de terre bouillie et refroidie. On les trouve dans l'ail, dans l'oignon et dans certains légumes qu'on ne mange pas beaucoup, les salsifis, les asperges.
On les trouve dans certains aliments bien connus qui sont très très riches en prébiotiques qui permettent de nourrir cette flore intestinale. Les bactéries en eux-mêmes, oui, on les trouve dans le kéfir. Hein, c'est devenu à la mode, on le prépare très très souvent aujourd'hui chez soi à la maison. Une sorte de champignon qu'on prépare à la maison avec de l'eau, du citron, des figues sèches et on boit l'eau. Et c'est comme une notion de khmir el-beldia. En fait, ça se donne d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre, ça ne se vend pas. Et donc, il y a cette notion-là. Il y a aussi quelque chose d'essentiel qu'on ne fait plus, c'est les fameux tarqad, les fameux petits légumes qu'on met et qu'on conserve, parce que là aussi, ça permet de développer des bonnes bactéries qui nous aident à coloniser notre côlon. Et comment je peux me rendre compte, par exemple, que mon quota de bonnes bactéries commence à diminuer? Alors, ça commence par les troubles digestifs, vous savez, ce fameux colopathie fonctionnelle, les douleurs, les ballonnements, les troubles de transit, tantôt la diarrhée, tantôt la constipation, mais ça peut aller plus loin et on peut avoir la fatigue chronique, les fibromyalgies. Hein, on trouve beaucoup de populations microbiennes dans les fibromyalgies. Et donc, la fatigue chronique, l'état d'humeur, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les problèmes de la flore intestinale interagissaient aussi avec notre... Mais merci de me tendre la perche, parce que j'avais préparé ma question pour vous, Dr Kandili. Justement, vous êtes psychiatre, addictologue, et le deuxième cerveau, c'est les intestins. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces bactéries, lorsqu'elles sont dégradées, ou les bonnes bactéries, lorsqu'elles diminuent, eh bien, certains disent qu'elles peuvent être également source d'anxiété, de dépression, etc. Est-ce que vous y croyez? Oui, tout à fait. Alors le lien, il est là aussi biologique, hein, parce que cette fameuse sérotonine qui influe sur notre humeur, elle est synthétisée à 80% au niveau du système digestif et de l'intestin particulièrement. Donc s'il y a de mauvaises bactéries, n'est-ce pas, docteur Loueli, alors on aura une sérotonine de mauvaise qualité, où il y en a moins de toute façon, elle va baisser et ça va donner de l'anxiété et de la dépression. Donc est-ce que parfois, face à une dépression, quand on fait une psychothérapie, on se rend compte qu'il n'y a pas de cause, et que finalement, la cause peut être purement biologique? Est-ce que c'est possible? Elle peut être, elle est souvent, oui, il y a de la génétique d'abord dedans, hein, parce qu'il y a un héritage pour certaines choses. Il y a des personnes qui vont passer et qui auront beaucoup de difficultés environnementales, mais qui ne vont pas faire de dépression, et d'autres, devant des choses très simples, ou peut-être devant rien du tout, vont faire une dépression, qui est la cause biologique. Et puis, même le comportement alimentaire, l'hygiène de vie influent énormément. L'activité physique influe énormément, hein, le spécialiste en parlera mieux que moi. Et puis maintenant, il y a tout ce qui est régime mood and food, hein, donc humeur et donc tout ce qui va permettre de donner du L-tryptophane et donc synthétiser de la sérotonine. Il y a des aliments aussi. Dites-nous, c'est quoi les aliments du bonheur? Vous savez, c'est un équilibre. Il faut être dans l'équilibre, il faut être dans le plaisir. Et aujourd'hui, oui, les applications cliniques sont terribles. Par exemple, parlant de stress, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que les prébiotiques favorisent à lutter contre le stress. Et d'ici demain, il y aura des applications cliniques pour tout. Aujourd'hui, il y a des études très avancées sur l'obésité et la dysbiose. On a formellement découvert une bactérie qui s'appelle Artemisia racemosa, qui a un lien direct avec l'obésité. C'est-à-dire qu'on a pris, parce qu'aujourd'hui on fait des greffes de tubes, en fait, des greffes de flore intestinale. Voilà. Et aujourd'hui on a remarqué... Hein? C'est éthique? Oui, c'est éthique, ça se fait en Europe. Il y a des cas précis pour lesquels on fait des infections intestinales très sévères qui sont résistantes et que ça marche très très bien. Aujourd'hui, on a pris la flore d'une personne obèse et la flore d'une personne mince et on les a mis dans des souris axéniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bactéries dans les flores, on les a préparés pour ça. Et on les a soumis au même régime alimentaire. Et on a remarqué, il y en a une qui grossissait et l'autre non. Et on a remarqué cette bactérie dans celle qui est restée mince. Et bien pareil, pour l'autisme, il y a des recherches très très poussées qui ont montré qu'une greffe de flore intestinale équilibrée chez les autistes, après nettoyage de la flore, qu'elle donnait des bons résultats sur les troubles digestifs et sur les symptômes, mais que ça durait juste 2 mois. D'où le fait qu'on revient à notre flore d'origine, c'est-à-dire que le travail se fait dès la naissance et pas après. Mais aujourd'hui, les applications cliniques sont très vastes dans le syndrome irritable du côlon, dans l'autisme, dans pas mal de pathologies digestives. Et donc demain, oui, peut-être qu'on aura la bactérie pour traiter pas mal de maladies. C'est ça. Alors je reviens justement à ce sujet, à ce lien avec dépression. Et alors à ce moment-là, si finalement la cause est purement au niveau de l'intestin, est-ce que c'est possible d'abord?
Et dans ce cas-là, est-ce qu'on donne un antidépresseur ou on pallie Vous voyez ce que je veux dire? La question est légitime. Alors, la question est légitime. Au microbiote manquant. Si on fait un déficit de tryptophane, ça vous fait sourire? Oui, parce que c'est des cas qu'on voit très souvent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de micronutrition. C'est-à-dire on n'est plus dans les régimes draconiens macronutritionnels. On est dans le petit détail, la supplémentation précise de ce qui manque. Et on reçoit pas mal de patients qui ont des problèmes de perte de poids et qui ont des envies sucrées et qui font des petites dépressions. Et ceux-là, ils sont traités à tort par les antidépresseurs parce que les antidépresseurs, c'est des inhibiteurs de recapture de sérotonine. Mais quand on a de tryptophane, on ne fabrique pas de sérotonine. C'est-à-dire qu'il y a un problème digestif qu'il faut régler au préalable, bien sûr. Il y a différents antidépresseurs. Il y a les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, c'est les plus prescrits dans notre contexte. Mais bon, ils sont très critiqués. Ils sont très critiqués parce qu'ils ont d'autres... il y a les dopaminergiques, il y a les noradrénergiques, il y a ceux qui sont dopaminergiques. Bon, il y a différentes qualités d'antidépresseurs. Mais en fait, on ne va pas venir traiter une dépression par l'un ou par l'autre. Déjà, une dépression, c'est l'environnement direct, les stresseurs positifs et négatifs, c'est la génétique et l'héritabilité, c'est l'histoire de la personne. Et puis il y a des critères, c'est-à-dire qu'il faut avoir des symptômes pendant 6 mois minimum, etc. Et de toute façon, je vais vous dire, je le dis souvent aux patients, la béquille médicamenteuse, elle est temporaire, et il y a un changement d'hygiène de vie à avoir. La thérapie, c'est ce qui va permettre sur le long terme de pouvoir ne pas retomber dans des traitements redondants et des prises en charge sur le long terme. Et donc, si vous voulez, il faut agir et sur l'environnement et sur la personnalité et lui donner des outils pour pouvoir traverser les difficultés de la vie sans pour autant sombrer. Et le côté biologique viendra selon les critères. Alors justement, par rapport à cette question de perte de poids, on a un Echelard qui vous dit quel est le rôle du microbiote dans la perte de poids? C'est essentiel parce que quand on a une dysbiose, et on sait qu'aujourd'hui, c'est mauvaise flore intestinale. Exact. Et on sait qu'aujourd'hui, les bonnes bactéries, en fait, ils vont synthétiser en faisant de l'énergie des oligosaccharides et qui vont synthétiser 2 choses, les GLP1 et les GLP2. C'est un peu barbare comme nom, mais ça sert à quoi? Les uns servent pour donner la satiété et les autres servent pour réparer les dommages intestinaux, c'est-à-dire l'hyperperméabilité. Et donc forcément, quand on a une dysbiose, on a une hyperperméabilité, on a un état d'inflammation et on n'a pas de satiété. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une mauvaise flore n'est pas prédisposé à maigrir. C'est ça. Il faut régler d'abord le problème de son tube digestif. Mais vous faites ça comment? Par analyse? Non, c'est des questionnaires. Oui, on peut faire. Mais non, il y a des symptômes qui sautent à l'œil. Hein. Par exemple par exemple, les troubles digestifs. Mais tout le monde a des troubles digestifs, les ballonnements. Ils sont en dysbiose. Ce sont des gens qui tombent rapidement malades, qui, dès qu'ils prennent un antibiotique, ils ont une diarrhée, ils attrapent les rhumes rapidement. Il y a des symptômes qui nous dirigent pour penser que la personne est en dysbiose. C'est pour ça que c'est intéressant de dire quelque chose. Il faut faire un diagnostic. Que ce soit en psychiatrie ou que ce soit la dépression ou que ce soit l'obésité, les cas ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que quand on maîtrise le sujet et quand on est spécialiste, on pose l'étiquette, on fait un bon diagnostic pour pouvoir proposer une bonne solution. Et parfois, cette solution, elle se fait en pluridisciplinaire. C'est ça. Souvent. D'ailleurs, je suis installée avec un nutritionniste. Exact. C'est pas pour rien. D'où l'intérêt de la prise en charge commune. C'est ça. Alors, quel aliment faut-il privilégier pour entretenir son microbiote? Vous avez parlé effectivement, de légumes, il y a des légumes, les topinambours, il y a la pomme de terre bouillie et refroidie, il y a les asperges, c'est pas compliqué. Il y a la banane qui est très très riche en prébiotiques, il y a l'ail, l'oignon. Ils sont très très riches en prébiotiques, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ça, en fait, ce sont des fibres qui ne sont pas digérées. Les fruits et les légumes en général, ce sont des fibres qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas absorbées et qui arrivent intactes au niveau de la flore. Par contre, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire pour préserver sa flore? C'est manger junk food et fast food. Faut pas. Les études, ils ont démontré qu'15 jours suffisent pour détruire une flore qui va nous prendre 3 à 6 mois pour la rétablir. C'est pour ça que quand on part en voyage, on a un petit peu une alimentation qui peut parfois être déséquilibrée, à pas d'heure fixe, et puis on revient souvent un peu pas bien. Oui, pas bien du tout. Hein. Les études l'ont prouvé. 15 jours suffisent pour détruire une flore. Et puis, je vais vous étonner, hein, la meilleure flore au monde, nous, les gens de la ville, on est défavorisés. Parce qu'il n'y a pas la nature, il n'y a pas le contact avec les choses naturelles. On est vraiment très défavorisés. Puis, l'excès d'hygiène aussi, il ne faut pas être alarmiste. Il faut laisser les enfants jouer, toucher la nature, des choses comme ça. L'excès de l'hygiène tue l'hygiène. On parle aujourd'hui de saleté propre. Donc, il faut qu'il y ait un peu de saleté propre dans notre environnement. Et la meilleure flore au monde, c'est une flore d'une tribu en Éthiopie
qui vivent rudimentairement, qui ne sont pas du tout mondialisés. Donc, ils ont la meilleure flore au monde, ils sont minces, ils n'ont pas de maladie chronique, ils vivent longtemps, ils n'ont pas de syndrome métabolique. Donc, effectivement, la ville ne nous a pas rendu service. Tout à fait. Donc, il faut éviter le digital pour avoir un meilleur microbiote. L'addiction pour ne pas éviter le digital pour un meilleur microbiote, en contact avec la nature. Ça, c'est un bon lien d'émission. Mais pourquoi on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Si on est plus à l'extérieur et en contact avec la nature, on est moins devant son écran. Ça, exactement. Et donc, on économise plus d'argent. En plus. Voilà, c'est pas ça. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. C'était un plaisir d'échanger avec vous, de discuter avec vous pour nos chers téléspectateurs. Karim Louali, médecin nutritionniste, merci à vous. Nezhanet Boubkar, professeur d'économie, merci madame. Et puis, docteur Iman Kandili, psychiatre, addictologue. Merci à toutes et à tous. Très, très bonne journée sur Média TV et à l'écoute des programmes de la radio du Grand Maghreb Médien. À très vite. Au revoir.